On va passer à la deuxième communication sur les glaucomes secondaires difficiles. Donc là, il s'agit des glaucomes uvéitiques présentés par Dr Rescala de Lyon. À toi, Amina. Bonsoir à tous. Vous voyez bien mon écran? C'est tout. Oui. Parfait. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour mon premier webinaire en tant qu'oratrice SFO-SFG et je vous parlais d'une pathologie qui est le glaucome uvéitique. Quand on prend en charge le glaucome uvéitique, en fait, on se retrouve comme un funambule à devoir gérer la pression oculaire d'un côté, l'inflammation, et en fait, le risque est quand même de 5 à 20% des uvéites chroniques, et ce qui est en jeu, c'est toujours le pronostic visuel. Finalement, je vais commencer par un exemple. C'est un homme d'âge moyen qui se présente aux urgences pour une baisse d'acuité visuelle. Il a une Mickey qui est traitée par Fivasa, une notion de glaucome pigmentaire. Et en fait, quand on l'examine, on voit qu'il est en train de faire un premier épisode d'uvéite aiguë antérieure, granulomateuse et hypertensive bilatérale. Ce monsieur-là, on a donc pour la prise en charge, il faut d'un côté qu'on contrôle l'inflammation et d'un côté qu'on contrôle son hypertonie. On va lui faire un bilan uvéite, même s'il présente une Mickey, on va lui faire un bilan ULIS, un quantiféron, la PCR peut être discutable. On va le traiter cette inflammation avec des dexafri à dose décroissante et de l'atropine. Et pour son hypertonie, on va lui mettre une bithérapie, on va associer les bêta-bloquants inhibiteurs à l'anhydrase carbonique, on évite les analogues prostaglandines et ce patient est contre-indiqué au diamox du fait d'antécédents de colique néphrétique. Ce monsieur-là, à 48 heures, toujours une hypertonie plus importante, cette fois 31 et 30 mm de mercure, une persistance d'inflammation en chambre antérieure très importante, rien au scanner, rien au biolobiologique, un quantiféron en cours. Devant cette persistance d'inflammation et cette hypertonie, on va faire des injections sous-conjonctivales de cortisone et majorer le traitement hypotonisant local. On sait que ça va peut-être être suffisant. On le recontrôle à 1 semaine et cette fois-ci, une nette diminution de l'inflammation. Il a une pression intraoculaire à 26 mm de mercure à droite, 33 mm de mercure à gauche. On commence à discuter doucement la chirurgie filtrante, en tout cas à lui en parler. On va décroître les corticoïdes en voyant la diminution nette de l'inflammation, en sachant peut-être qu'il y a une part, en pensant qu'il y a peut-être une part cortisonnée à cette hypertonie. Finalement, à 15 jours, là, la tension s'envole. On est à 45 à droite, 43 mm de mercure à gauche. Il n'est plus du tout inflammatoire, donc il n'y a plus du tout de cortisone. On va vraiment diminuer la corticothérapie à très faible dose. Il va rester à une goutte par jour. C'est vraiment une décroissance très rapide. On va commencer à lui dire que peut-être il faudra envisager la chirurgie un jour. Il est contre-indiqué au diamox. On appelle les néphrologues pour parler un peu de cette contre-indication au diamox dans un contexte de colique néphrétique d'antécédents. Et on voit en fait au niveau de son œil gauche l'apparition d'un déficit assez évocateur d'un glaucome et qui a tendance à s'aggraver. À propos, donc on appelle les néphrologues et là ils nous font un grand topo sur la contre-indication du diamox lié aux coliques néphrétiques. Et en fait, on peut utiliser du citrate de potassium, mais c'est vraiment laborieux. Il faut contrôler le pH urinaire matin, postprandial, 13h, 18h. Et ensuite, il y a tout un protocole. Mais le patient me dit, je suis prêt à le faire, je ne veux vraiment pas de chirurgie. On l'évalue à 1 mois et en fait là la tension est toujours maximale malgré le traitement. On va l'hospitaliser pour la prise en charge parce qu'il n'est plus du tout inflammatoire d'une chirurgie filtrante et en fait concomitant à l'hospitalisation il développe une colique néphrétique et avec chance on a les urologues sur place et les médecins internistes introduisent l'Humira. Finalement il bénéficie d'une chirurgie filtrante, une gonioponcture au niveau de ses 2 yeux et à 4 ans de recul on se dit qu'il est parfait, stabilité anatomique, stabilité fonctionnelle, l'inflammation est contrôlée, une belle bulle de filtration microkystique, on se dit que c'est un happy end et c'est ce qu'on aimerait avoir pour tous les patients. Finalement, quelles sont les causes d'uvéite hypertensive? Les internes connaissent très bien ce moyen mnémotechnique 4S, 3H, 2T, 1A. Donc les 4S pour sarcoïdose, syphilis, le Postner-Schlossmann et le spondylarthropathie. Les 3H pour l'herpès, arada, hétérochromie irienne de Fuchs. Les 2T pour tuberculose, toxoplasmose et le 1A pour l'arthrite juvénile idiopathique. C'est vraiment un moyen mnémotechnique qui est bien retenu. Il faut toujours penser à la iatrogénie liée à la corticothérapie, ce qui est parfois difficile de faire la part des choses dans ce genre de patient et de ce genre de pathologie. Quand on a la physiopathologie, en fait, soit l'angle irido-cornéen est ouvert, et ça, c'est un tableau qu'on connaît bien. Ça peut être lié à une hypersécrétion d'humeur aqueuse, comme dans le syndrome de Pochner-Schlossmann, mais ça peut être lié aussi à des trabéculites dans un contexte notamment d'herpès. Il peut y avoir des cas d'obstruction trabéculaire par des cellules inflammatoires ou dans le sang, notamment dans les PCA. On sait que parfois, avec les PCA, ça peut entraîner des petits éphémas ou une hypertonie cortisonnée. Et si l'angle irido-cornéen est fermé, finalement, on se dit que ça peut être lié à un blocage pupillaire, notamment un iristomate, des synéchies antérieures périphériques, un glaucome néovasculaire qu'on peut retrouver dans le B7 ou à une effusion ivéale comme on peut avoir dans le VKH.
Pour la prise en charge de ces patients, finalement, dans les phases inflammatoires, ça diffère un peu du glaucome primitif à angle ouvert parce que dans les traitements médicamenteux, on essaye d'éviter les analogues de prostaglandine en cas d'inflammation active. Par contre, on peut les utiliser à distance d'une inflammation et on peut utiliser aussi dans les cas d'hypertonie cortisonnée. La part du SLT est aussi, là aussi, discutée et discutable. On évite évidemment le SLT en cas d'inflammation active parce que ça peut donner des pics d'hypertonie et d'inflammation. C'est pas efficace évidemment s'il y a des synéchies étendues, par contre très efficace sur les hypertonies cortisonnées. Pour ce qui est du traitement chirurgical, on essaye si possible à distance des poussées inflammatoires parce qu'on sait que l'inflammation est pourvoyeuse d'échec chirurgical. On essaye d'avoir un traitement anti-inflammatoire prolongé, dans la mesure du possible une sclérectomie si l'angle le permet, sinon une trabéculectomie et des drains éventuellement des valves. Évidemment, l'usage de mitomycine dans ce contexte est plus que conseillé, voire obligatoire, et on peut encadrer le geste chirurgical par des bolus de corticoïdes par voie générale. Pour ce qui est du cycloaffaiblissement, plutôt à réserver au glaucome réfractaire parce qu'il y a un risque quand même de réaction inflammatoire et de pic d'hypertonie au court terme et au long terme, un risque d'hypotonie et de phtise plus important chez ces patients. Alors, on peut savoir finalement, est-ce qu'il y a des difficultés parce qu'on a la pression oculaire, on gère l'inflammation, on est heureux, ça va très bien. Eh bien, je vais vous présenter quelques cas qui nous ont posé un petit peu problème. Alors, c'est le cas d'une jeune patiente chez qui l'arthrite juvénile idiopathique avait été diagnostiquée dès l'âge de 2 ans avec une poussée articulaire. Elle avait directement été mise sous méthotrexate et vous allez voir son évolution. À 5 ans, elle commence à développer des uvéites antérieures. On introduit l'adalimumab, c'est la médecine interne qui introduit l'adalimumab, et tout le long du traitement, elle va être sous couverture d'anti-inflammatoires et de prednisone. Donc, elle est sous méthotrexate, adalimumab, elle fait une première poussée d'uvéite. À 7 ans, elle fait encore une poussée d'uvéite. Donc, on augmente les corticothérapies, les corticoïdes locaux. À 9 ans, elle fait encore une poussée d'uvéite. Donc, on augmente l'adalimumab et ensuite l'infliximab. À 10 ans, cette fois-ci, c'est une poussée articulaire. On va augmenter l'infliximab et on va faire un switch vers le tocilizumab. Et finalement, on va arriver à l'âge de 14 ans avec une mauvaise efficacité du tocilizumab. On va switcher vers l'infliximab, puis de nouveau vers le tocilizumab. Et tout ça, elle est sous couverture de dexaméthasone au niveau local. Donc, c'est quand même une uvéite qui est particulièrement réfractaire. Elle est adressée à l'âge de 12 ans pour un avis chirurgical d'une cataracte de son œil droit. Et elle passe son acuité visuelle à droite. Heureusement, c'est une atteinte unilatérale à 3/10. On va voir l'évolution en fait de son acuité visuelle. Du fait de sa cataracte et des synéchies, l'acuité visuelle va vraiment s'effondrer. Et en fait, du fait de l'apparition d'un iristomate, on va lui faire une iridotomie périphérique en inférieur. Et pour couvrir la chirurgie de cataracte, on va lui faire un implant d'osurdex. Et là, on va voir qu'elle va avoir sa chirurgie, en fait, après la chirurgie de cataracte, malgré l'implant d'osurdex, malgré la couverture par un anti-inflammatoire et immunosuppresseur, immunomodulateur, elle va vraiment développer une grosse inflammation marquée par cette papillite, qui est vraiment objectivée par cette papillite. Cette inflammation va se pérenniser et on va voir que cette jeune dame, elle va finalement, on va réussir à contrôler un peu l'inflammation, mais à mesure qu'on contrôle l'inflammation, en fait, elle développe une capsulose. Et cette cataracte secondaire qui va être extrêmement invalidante et qui va nous poser problème. Là encore, parce qu'on va voir pourquoi. À l'âge de 14 ans, elle vient avec une petite inflammation, une acuité visuelle à 2/10, quand même une capsulose à 4 croix. Et c'était au moment où on avait le fléromètre qui nous permettait d'avoir une objectivation de l'inflammation. Donc, avec ce Tyndall à 0,5, elle va passer, on va réussir à contrôler l'inflammation. Par contre, en juillet 2021, elle va nous revenir, elle est à voie bouger la main. Une récidive inflammatoire qui est extrêmement importante avec une membrane cyclitique, un œdème papillaire. On va devoir la bolusser à passer maintenant au rituximab, majorer le dexaméthasone local. En septembre 2021, ça va un petit peu mieux. Toujours cette capsulose qui fait que son acuité visuelle s'effondre. Le fond d'œil n'est plus accessible, on va devoir faire des échographies pour évaluer. On voit en octobre 2021 qu'elle a toujours ses PRD, un Tyndall 3 croix, et là apparaît une subluxation antérieure de l'implant avec une hyalite qui va être dense. Bolus de corticoïdes, Socouge ou Célestène, on poursuit le tocilizumab plus le méthotrexate et en fait on va faire un immunophénotypage qui va nous montrer qui va nous expliquer en fait qu'elle est résistante au rituximab. Chez cette dame, en novembre 2021, on voit que la hyalite commence à diminuer. Elle est toujours inflammatoire. Donc en RCP uvéite, on va décider la vitrectomie, capsulotomie, réfection de segment antérieur sous couvert de corticoïdes systémiques. On chute le tocilizumab par le golimumab, toujours sous couvert des internistes. On recherche un syndrome de Bloch, parce que c'est quand même avec des PRD granulomateux, donc un syndrome un peu sarcoïdose-like. On refait un cortiféron. Et elle va être prise en charge au niveau chirurgical en février 2022, avec tout un traitement, toute une recherche de causes infectieuses qui va revenir négatif.
Et on va voir qu'en fait, après cette chirurgie, l'acuité visuelle remonte à 3/10. On a toujours cet implant qui se subluxe en chambre antérieure. Et avec tous ces traitements, on se dit qu'on est plutôt en bonne évolution avec méthotrexate, golimumab, dexaméthasone et cortencil. On fait une décroissance avec une surveillance étroite. Malheureusement, elle développe un glaucome qui va être qu'un glaucome réfractaire à tous les traitements locaux et généraux. On décide d'une trabéculectomie encadrée par des bolus de corticothérapie générale. Et comme vous pouvez voir sur l'antérion, c'est un premier échec. On fait un needling, une révision de bulle de filtration plus mitomycine. Ça ne marche pas. On lui pose un Preserflow encadré par des bolus de corticothérapie générale. Et comme vous pouvez le voir sur le schéma, le Preserflow est bien positionné, mais totalement fibrosé. Encore un échec. On poursuit. On va lui mettre un implant de Paul encadré par des bolus de corticothérapie générale. Là encore, l'implant de Paul, extrusion de l'implant de Paul, on est obligé de le retirer, c'est un échec. Comme elle avait une exposition retrait de Paul, la conjonctive n'est plus du tout praticable, entre guillemets, pas d'inflammation depuis 3 ans, on essaye le cyclo-affaiblissement. Échec cuisant et surtout, récidive inflammatoire majeure, elle finit par perdre la perception lumineuse. Et son papa dit quelque chose de très virulent, il dit tout ça pour ça. On peut se dire que bon, c'est le cas le plus difficile. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Eh bien oui, en fait, il y a d'autres difficultés. Il y a des difficultés diagnostiques. Parce que vous avez vu chez cette patiente, il y avait une papillite qui faisait augmenter son RNFL systématiquement. Et en fait, on a remarqué que la corrélation, finalement, quand le RNFL chez les patients qui ont une uvéite inflammatoire avec papillite, eh bien, c'est pas fiable du tout. Il surestime l'épaisseur du fait de l'œdème inflammatoire. Donc, ce qui est conseillé, finalement, dans ces cas-là, c'est l'utilisation du GDX avec la polarimétrie, comme l'étude a montré dans le service de la Croix-Rousse. Mais quand la polarimétrie n'est pas disponible, on peut utiliser un champ visuel. Évidemment, c'est fondamental chez ce genre de patient. On peut se dire qu'il y a des difficultés thérapeutiques, des difficultés diagnostiques. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Ça fait déjà pas mal. Eh bien oui, parce que pour qu'un traitement soit efficace, il doit être pris. Et c'est le cas de Thomas, 22 ans, là encore, pour une uvéite sur un AGI. Ce patient, il vient toujours avec sa maman, avec qui il a une relation qui est très conflictuelle. Et en fait, il était passé sous monothérapie, sous bithérapie, sous trithérapie, et on voit son champ visuel qui s'effondre. Et je demande à Thomas, est-ce que tu prends bien tes traitements? Et sa maman me dit, mais oui, il les prend tous les jours. Je lui rappelle tous les jours, matin et soir, de prendre son traitement. Et en fait, Thomas s'effondre et me dit, ce traitement, il sert à rien. Donc, en fait, on est passé à côté de quelque chose parce que finalement, la prise en charge de ces patients, c'est certes la pression oculaire, l'inflammation, mais il faut savoir que chez certains patients, il y a des symptômes très invalidants, notamment dans les spondylarthropathies, mais c'est totalement parfois asymptomatique dans les AGI. Il y a des échecs thérapeutiques multiples, une grande charge thérapeutique, un quotidien qui est bouleversé, et finalement, de saltimbanque, enfin de funambule, on devient saltimbanque à jongler, et ça commence à être vraiment difficile. Il faut vraiment privilégier l'alliance thérapeutique chez ces patients, comme chez tous les patients, et surtout collaborer ensemble, aussi bien avec le patient qu'avec son entourage, mais aussi avec la médecine interne. Et cette collaboration, cette prise en charge, elle doit s'encadrer dans une consultation ophtalmologique qui est un petit peu plus courte, de durée plus courte que les consultations de médecine interne. Donc, il faut vraiment essayer d'optimiser la prise en charge. Donc, finalement, on peut se dire, qu'est-ce qui est à retenir? Finalement, c'est une prise en charge de glaucome uvéitique. C'est des glaucomes qui vont être sévères, une complication qui vont être fréquente dans les cas d'uvéite chronique, avec des particularités thérapeutiques qui vont être un contrôle simultané aussi bien de l'inflammation que de la pression intraoculaire, un suivi qui va être aussi difficile du fait de l'OCT qui est biaisé, donc avec un champ visuel et une gonioscopie qui sont fondamentaux. Il faut bien évidemment adapter le traitement aux spécificités de l'inflammation et toujours en collaboration avec les ophtalmologues, avec les internistes et surtout avec l'entourage. Je vous remercie de votre attention.